Environ 10 minutes après, la cloche sonna pour le thé, et Virginia ne descendit pas. Mrs. Otis envoya un des laquais pour la chercher. Il ne tarda pas à revenir en disant qu'il n'avait pu découvrir Miss Virginia nulle part. Comme elle avait l'habitude d'aller tous les soirs dans le jardin, cueillir des fleurs pour le dîner, Mrs. Otis ne fut pas du tout inquiète. Mais 6 heures sonnèrent, Virginia ne reparaissait pas. Alors sa mère se sentit sérieusement agitée et envoya les garçons à sa recherche pendant qu'elle et M. Otis visitaient toutes les chambres de la maison. À 6h30, les jumeaux revinrent et dirent qu'ils n'avaient trouvé nulle part trace de leur sœur. Alors, tous furent extrêmement émus, et personne ne savait que faire, quand M. Otis se rappela soudain que, peu de jours auparavant, il avait permis à une bande de bohémiens de camper dans le parc. En conséquence, il partit sur le champ pour le Blackfell Hollow, accompagné de son fils aîné et de 2 domestiques de ferme. Le petit duc de Cheshire, qui était absolument fou d'inquiétude, demanda instamment à M. Otis de se joindre à lui, mais M. Otis s'y refusa dans la crainte d'une bagarre. Mais quand il arriva à l'endroit en question, il vit que les bohémiens étaient partis. Il était évident qu'ils s'étaient hâtés de décamper, car leur feu brûlait encore, et il était resté des assiettes sur l'herbe. Après avoir envoyé Washington et les 2 hommes battre les environs, il se dépêcha de rentrer et expédia des télégrammes à tous les inspecteurs de police du comté en les priant de rechercher une jeune fille qui avait été enlevée par des cheminots ou des bohémiens. Puis il se fit amener son cheval, et après avoir insisté pour que sa femme et ses 3 fils se missent à table, il partit avec un groom sur la route d'Ascot. Il avait fait à peine 2 miles qu'il entendit galoper derrière lui. Il se retourna et vit le petit duc qui arrivait sur son poney, la figure toute rouge, la tête nue. « J'en suis terriblement fâché, » lui dit le jeune homme d'une voix entrecoupée. « Mais il m'est impossible de manger tant que Virginia est perdue. Je vous en prie, ne vous fâchez pas contre moi. Si vous nous aviez permis de nous fiancer l'année dernière, ces ennuis ne seraient jamais arrivés. Vous ne me renverrez pas, n'est-ce pas? Je ne peux pas, je ne veux pas. » Le ministre ne put s'empêcher d'adresser un sourire à ce jeune et bel étourdi, et fut très touché du dévouement qu'il montrait à Virginia. Aussi, se penchant sur son cheval, il lui caressa les épaules avec bonté et lui dit « Eh bien, Cécile, puisque vous tenez à rester, il faudra bien que vous veniez avec moi. Mais il faudra aussi que je vous trouve un chapeau à Ascot. » « Au diable le chapeau, c'est Virginia que je veux !» s'écria le petit duc en riant. Puis ils galopèrent jusqu'à la gare. Là, M. Otis s'informa auprès du chef de gare si on n'avait pas vu sur le quai de départ une personne répondant au signalement de Virginia, mais il ne put rien apprendre sur elle. Néanmoins, le chef de gare lança des dépêches le long de la ligne, en amont et en aval, et lui promit qu'une surveillance minutieuse serait exercée. Ensuite, après avoir acheté un chapeau pour le petit duc chez un marchand de nouveautés qui se disposait à fermer boutique, M. Otis chevaucha jusqu'à Bexley, village situé à 4 miles plus loin, et qui, lui avait-on dit, était très fréquenté des bohémiens. Quand on eut fait lever le garde champêtre, on ne put tirer de lui aucun renseignement. Aussi, après avoir traversé la place, les 2 cavaliers reprirent le chemin de la maison et rentrèrent à Canterville vers 11 heures, le corps brisé de fatigue et le cœur brisé d'inquiétude. Ils trouvèrent Washington et les jumeaux qui les attendaient au portail avec des lanternes, car l'avenue était très sombre. On n'avait pas découvert la moindre trace de Virginia. Les bohémiens avaient été rattrapés sur la prairie de Brockley, mais elle ne se trouvait point avec eux. Ils avaient expliqué la hâte de leur départ en disant qu'ils s'étaient trompés sur le jour où devait se tenir la foire de Charlton et que la crainte d'arriver trop tard les avait obligés à se dépêcher. En outre, ils avaient paru très désolés de la disparition de Virginia, car ils étaient très reconnaissants à M. Otis de leur avoir permis de camper dans son parc. 4 d'entre eux étaient restés en arrière pour prendre part aux recherches.
On avait vidé l'étang aux carpes, on avait fouillé le domaine dans tous les sens, mais on n'était arrivé à aucun résultat. Il était évident que Virginia était perdue, au moins pour cette nuit, et ce fut avec un air de profond accablement que M. Otis et les jeunes gens rentrèrent à la maison, suivis du groom qui conduisait en main le cheval et le poney. Dans le hall, ils trouvèrent le groupe des domestiques épouvantés. La pauvre Mrs. Otis était étendue sur un sofa dans la bibliothèque, presque folle d'effroi et d'anxiété, et la vieille gouvernante lui baignait le front avec de l'eau de Cologne. M. Otis insista pour qu'elle mangeât un peu et fit servir le souper pour tout le monde. Ce fut un bien triste repas. On y parlait à peine, et les jumeaux eux-mêmes avaient l'air effarés, abasourdis, car ils aimaient beaucoup leur sœur. Lorsqu'on eut fini, M. Otis, malgré les supplications du petit duc, ordonna que tout le monde se couchât, en disant qu'on ne pourrait rien faire de plus cette nuit, que le lendemain matin il télégraphierait à Scotland Yard pour qu'on mît immédiatement à sa disposition quelques détectives. Mais voici qu'au moment même où l'on sortait de la salle à manger, minuit sonna à l'horloge de la tour. À peine les vibrations du dernier coup étaient-elles éteintes qu'on entendit un craquement suivi d'un cri perçant. Un formidable roulement de tonnerre ébranla la maison. Une mélodie qui n'avait rien de terrestre flotta dans l'air. Un panneau se détacha bruyamment du haut de l'escalier, et sur le palier, bien pâle, presque blanche, apparut Virginia, tenant à la main une petite boîte. Aussitôt tous de se précipiter vers elle, Mrs. Otis la serra passionnément sur son cœur. Le petit duc l'étouffa sous la violence de ses baisers, et les jumeaux exécutèrent une sauvage danse de guerre autour du groupe. « Grand Dieu, ma fille, où êtes-vous allée ?» dit M. Otis, assez en colère, parce qu'il se figurait qu'elle avait fait à tous une mauvaise farce. « Cécile et moi, nous avons battu à cheval tout le pays à votre recherche, et votre mère a failli mourir de frayeur. Il ne faudrait pas recommencer de ces mystifications-là. »« Excepté pour le fantôme, excepté pour le fantôme !» crièrent les jumeaux en continuant leur cabriole. « Ma chérie, grâce à Dieu, vous voilà retrouvée. Il ne faudra plus me quitter, » murmurait Mrs. Otis en embrassant l'enfant qui tremblait et en lissant ses cheveux d'or éparses sur ses épaules. « Papa, » dit doucement Virginia, « j'étais avec le fantôme. Il est mort. Il faudra que vous alliez le voir. Il a été très méchant, mais il s'est repenti sincèrement de tout ce qu'il avait fait, et avant de mourir, il m'a donné cette boîte de beaux bijoux. » Toute la famille jeta sur elle un regard muet, effaré, mais elle avait l'air très grave, très sérieuse. Puis, se tournant, elle les précéda à travers l'ouverture de la muraille, et l'on descendit par un corridor secret. Washington suivait, tenant une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Enfin, l'on parvint à une grande porte de chêne hérissée de gros clous. Virginia la toucha. Elle tourna sur ses gonds énormes, et l'on se trouva dans une chambre étroite, basse, dont le plafond était en forme de voûte et avec une toute petite fenêtre. Un grand anneau de fer était scellé dans le mur, et à cet anneau était enchaîné un grand squelette étendu de tout son long sur le sol dallé. Il avait l'air d'allonger ses doigts décharnés pour atteindre un plat et une cruche de forme antique qui étaient placés de telle sorte qu'il ne put y toucher. Évidemment, la cruche avait été remplie d'eau, car l'intérieur était tapissé de moisissures vertes. Il ne restait plus sur le plat qu'un tas de poussière. Virginia s'agenouilla auprès du squelette, et, joignant ses petites mains, se mit à prier en silence, pendant que la famille contemplait avec étonnement la tragédie terrible dont le secret venait de lui être révélé. « Allô » s'écria soudain l'un des jumeaux qui était allé regarder par la fenêtre pour tâcher de deviner dans quelle aile de la maison la chambre était située. « Allô ? Le vieux amandier qui était desséché a fleuri. Je vois très bien les fleurs au clair de lune. » Dieu
lui a pardonné, dit gravement Virginia en se levant, et une magnifique lumière sembla éclairer sa figure. « Quel ange vous êtes !» s'écria le petit duc, en lui passant les bras autour du cou et en l'embrassant. 7. 4 jours après ces curieux événements, vers 11 heures du soir, un cortège funéraire sortit de Canterville Chase. Le char était traîné par 8 chevaux noirs, dont chacun avait la tête ornée d'un gros panache de plumes d'autruche qui se balançait. Le cercueil de plomb était recouvert d'un riche linceul de pourpre, sur lequel étaient brodées en or les armoiries des Canterville. De chaque côté du char et des voitures marchaient les domestiques, portant des torches allumées. Tout ce défilé avait un air grandiose et impressionnant. Lord Canterville menait le deuil. Il était venu du pays de Galles tout exprès pour assister à l'enterrement, et il occupait la première voiture avec la petite Virginia. Puis venait le ministre des États-Unis et sa femme, puis Washington et les 3 jeunes garçons. Dans la dernière voiture était Mrs. Humney. Il avait paru évident à tout le monde qu'après avoir été apeurée par le fantôme pendant plus de 50 ans de vie, elle avait bien le droit de le voir disparaître, pour tout de bon. Une fosse profonde avait été creusée dans un angle du cimetière, juste sous le vieux if, et les dernières prières furent dites de la façon la plus pathétique par le révérend Augustus Dampierre. La cérémonie terminée, les domestiques, se conformant à une vieille coutume établie dans la famille Canterville, éteignirent leurs torches. Puis, quand le cercueil eut été descendu dans la fosse, Virginia s'avança et posa dessus une grande croix faite de fleurs d'amandier, blanches et rouges. Au même instant, la lune sortit de derrière un nuage et inonda de ses silencieux flots d'argent le cimetière, et d'un bosquet voisin partit le chant d'un rossignol. Elle se rappela la description qu'avait faite le fantôme du jardin de la mort. Ses yeux s'emplirent de larmes, et elle prononça à peine un mot pendant le retour des voitures à la maison. Le lendemain matin, avant que Lord Canterville partît pour la ville, M. Otis s'entretint avec lui au sujet des bijoux donnés par le fantôme à Virginia. Ils étaient superbes, magnifiques, surtout certains colliers de rubis, avec une ancienne monture vénitienne, étaient réellement un splendide spécimen du travail du XVIe siècle, et le tout avait une telle valeur que M. Otis éprouvait de grands scrupules à permettre à sa fille de les garder. « My lord, dit-il, je sais qu'en ce pays, la main morte s'applique aux menus objets aussi bien qu'aux terres. Et il est clair, très clair pour moi, que ces bijoux devraient rester entre vos mains comme propriété familiale. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien les emporter avec vous à Londres et de les considérer simplement comme une partie de votre héritage qui vous aurait été restitué dans des conditions peu ordinaires. Quant à ma fille, je n'ai qu'une enfant, et jusqu'à présent, je suis heureux de le dire, elle ne prend que peu d'intérêt à ces hochets de vin luxe. J'ai également appris de Mrs. Otis, qui n'est point une autorité à dédaigner dans les choses d'art, soit dit en passant, car elle a eu le bonheur de passer plusieurs hivers à Boston, étant jeune fille, que ces pierres précieuses ont une grande valeur monétaire, et que si on les mettait en vente, on en tirerait une belle somme. Dans ces circonstances, Lord Canterville, vous reconnaîtrez, j'en suis sûr, qu'il m'est impossible de permettre qu'il reste entre les mains d'aucun membre de ma famille. Mais d'ailleurs, toutes ces sortes de vins bibelots, de joujoux, si appropriés, si nécessaires qu'ils soient à la dignité de l'aristocratie britannique, serait absolument déplacé parmi les gens qui ont été élevés dans les principes sévères, et je puis dire les principes immortels de la simplicité républicaine. Je me hasarderais peut-être à dire que Virginia tient beaucoup à ce que vous lui laissiez la boîte elle-même, comme un souvenir des égarements et des infortunes de votre ancêtre.
Cette boîte étant très ancienne et par conséquent très délabrée, vous jugerez peut-être convenable d'agréer sa requête. Quant à moi, je m'avoue fort surpris de voir un de mes propres enfants témoigner si peu d'intérêt que ce soit aux choses du Moyen-Âge, et je ne saurais trouver qu'une explication à ce fait. C'est que Virginia naquit dans un de vos faubourgs de Londres, peu de temps après que Mrs. Otis fut revenue d'une excursion à Athènes. Lord Canterville écouta sans broncher le discours du digne ministre, en tirant de temps à autre sa moustache grise pour cacher un sourire involontaire. Quand M. Otis eut terminé, il lui serra cordialement la main et lui répondit « Mon cher monsieur, votre charmante fillette a rendu à mon malheureux ancêtre un service très important. Ma famille et moi, nous sommes très reconnaissants du merveilleux courage, du sang-froid dont elle a fait preuve. Les joyaux lui appartiennent, c'est clair, et par ma foi, je crois bien que si j'avais assez peu de cœur pour le lui prendre, le vieux gredin sortirait de sa tombe au bout de 15 jours et me ferait une vie d'enfer. Quant à être des bijoux de famille, il ne le serait qu'à la condition d'être spécifié comme tel dans un testament, dans un acte légal, et l'existence de ces joyaux est restée ignorée. Je vous certifie qu'ils ne sont pas plus à moi qu'à votre maître d'hôtel. Quand Miss Virginia sera grande, elle sera enchantée, j'oserais l'affirmer, d'avoir de jolies choses à porter. En outre, monsieur Otis, vous oubliez que vous avez pris l'ameublement et le fantôme sur inventaire. Donc, tout ce qui appartient au fantôme vous appartient. Malgré toutes les preuves d'activité qu'a donné Sir Simon la nuit dans le corridor, il n'en est pas moins mort au point de vue légal, et votre achat vous a rendu propriétaire de ce qui lui appartient. Monsieur Otis ne fut pas peu tourmenté du refus de Lord Canterville et le pria de réfléchir à nouveau sur sa décision. Mais l'excellent père tint bon et finit par décider le ministre à accepter le présent que le fantôme lui avait fait. Lorsque, au printemps de 1890, la jeune duchesse de Cheshire fut présentée pour la première fois à la réception de la reine à l'occasion de son mariage, ces joyaux furent l'objet de l'admiration générale, car Virginia reçut le tortil baronal qui se donne comme récompense à toutes les petites américaines qui sont bien sages, et elle épousa son petit amoureux dès qu'il eut l'âge. Tous deux étaient si gentils, et ils s'aimaient tant l'un l'autre, que tout le monde fut enchanté de ce mariage, excepté la vieille marquise de Doubleton, qui avait fait tout son possible pour attraper le duc et lui faire épouser une de ses 7 filles. Dans ce but, elle n'avait pas donné moins de 3 grands dîners fort coûteux. Chose étrange, M. Otis éprouvait à l'égard du petit duc une vive sympathie personnelle, mais en théorie il était l'adversaire de la particule, et pour employer ses propres expressions, il avait quelques sujets d'appréhender que, parmi les influences énervantes d'une aristocratie éprise de plaisir, les vrais principes de la simplicité républicaine ne fussent oubliés. Mais on ne tint aucun compte de ces observations, et quand il s'avança dans l'aile de l'église de Saint-Georges, à 9h Square, sa fille à son bras, il n'y avait pas un homme plus fier dans la longueur et dans la largeur de l'Angleterre. Après la lune de miel, le duc et la duchesse retournèrent à Canterville Chase, et le lendemain de leur arrivée, dans l'après-midi, ils allèrent faire un tour dans le cimetière solitaire, près du bois de pin. Ils furent d'abord très embarrassés au sujet de l'inscription qu'on graverait sur la pierre tombale de Sir Simon, mais ils finirent par décider qu'on se bornerait à y graver simplement les initiales du vieux gentleman et les vers écrits sur la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté des roses magnifiques qu'elle éparpilla sur la tombe. Puis, après s'y être arrêté quelques instants, on se promena dans les ruines du cœur de l'antique abbaye.
La duchesse s'y assit sur une colonne tombée, pendant que son mari, couché à ses pieds et fumant sa cigarette, la regardait dans ses beaux yeux. Soudain, jetant sa cigarette, il lui prit la main et lui dit « Virginia, une femme ne doit pas avoir de secret pour son mari. »« Chère Cécile, je n'en ai pas. »« Si, vous en avez, » répondit-il en souriant. « Vous ne m'avez jamais dit ce qui s'était passé pendant que vous étiez enfermée avec le fantôme. »« Je ne l'ai jamais dit à personne, » répliqua gravement Virginia. « Je le sais, mais vous pourriez me le dire. »« Je vous en prie, Cécile, ne me le demandez pas. Je ne puis réellement vous le dire. Pauvre sœur Simon, je lui dois beaucoup. » « Oui, Cécile, ne riez pas, je lui dois réellement beaucoup. Il m'a fait voir ce qu'est la vie, ce que signifie la mort, et pourquoi l'amour est plus fort que la mort. » Le duc se leva et embrassa amoureusement sa femme. « Vous pourrez garder votre secret tant que je posséderai votre cœur, » dit-il à demi-voix. « Vous l'avez toujours eu, Cécile. Et vous le direz un jour à nos enfants, n'est-ce pas ?» Virginia rougit.